Salut à tous, on est là sur Auto Hebdo, bienvenue pour une nouvelle vidéo des enjeux du week-end, 17e manche du championnat du monde de Formule 1, ce week-end en Azerbaïdjan à Bakou. Mathieu est avec moi, et oui, ça n'est pas Cyprien. Comment ça va Mathieu? Salut Michael, ça va et toi? Ça va très bien ma foi, on est là pour évoquer 3 enjeux de ce Grand Prix. On va commencer comme quasiment toutes les vidéos de toute façon, avec McLaren, le championnat qui continue de se jouer entre les deux voitures orange. Oscar Piastri s'est imposé à Bakou l'an dernier, ça c'est peut-être important? Oui, c'était une victoire très importante pour l'Australien, c'est vrai qu'il avait obtenu ses premières victoires la saison passée, il était sur une dynamique très positive, très bonne l'année dernière effectivement à ce moment-là de la saison. Lando Norris qui lui avait terminé 4e après une séance de qualification un petit peu plus compliquée. On rappelle qu'il avait fini dans le mur en l'occurrence. Tout simplement, c'est pas glorieux pour Lando Norris. Donc c'est pas un excellent souvenir pour lui. C'est vrai que la dynamique encore aujourd'hui, elle est à l'avantage d'Oscar Piastri, même si Lando Norris effectivement on en a parlé entre nous beaucoup, mais bénéficié d'une stratégie d'équipe du côté de Monza pour être devant son coéquipier. Ouais. Voilà, malheureusement une stratégie moi que je n'ai pas vraiment appréciée de mon côté. Mais en tout cas effectivement les deux pilotes qui sont encore très proches, mais Oscar Piastri qui a creusé quand même un bel écart, notamment du côté de Zandvoort avec l'abandon du Britannique. Oui, c'est ça en fait, c'est que ces derniers temps c'est quand même Norris qui semble être un peu mieux, même si à Zandvoort Piastri avait l'avantage, mais il n'a pas non plus la chance de son côté pour l'instant, Lando Norris, donc à voir comment ça va évoluer. Encore une fois ici à Bakou en Azerbaïdjan, il y en a un qui va être ravi, je pense, de retourner à Bakou. Il s'appelle Charles Leclerc. Parce que Charles Leclerc, tout simplement, eh bien, il a fait la pole position des 4 derniers Grands Prix d'Azerbaïdjan disputés. Bon, il n'en a pas gagné un seul. Alors, certes. Charles Leclerc qui n'a gagné aucun Grand Prix effectivement en Azerbaïdjan, mais qui a d'une part les 4 dernières pole positions, tu l'as dit, et surtout toutes les pole position et toutes les premières places en qualification sur les 4 dernières années. Je le précise parce qu'effectivement il y a eu un sprint en 2023. Tout à fait. Et une pole position de la course sprint qu'il a également obtenue. Donc c'est vrai que Charles Leclerc dans l'exercice des qualifications sur ce circuit, il est assez imbattable, il faut le dire, sur les 4 dernières éditions. Et dans une saison où Ferrari n'est pas non plus véritablement au sommet de la hiérarchie, peut-être qu'ils vont pouvoir profiter d'un Charles Leclerc qui est particulièrement véloce sur ce tracé de Bakou. C'est là où évidemment en 2019 il avait aussi 17 phrases de philosophe. I am stupid. C'est important parce que on l'oublie. Mais 2019, c'était le dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan avant 2021. Qui allait faire la pole position s'il ne s'était pas mis dans le mur au niveau du château? C'était très certainement Charles Leclerc. C'était lui aussi, oui. Et ça, je trouve ça quand même fascinant. On n'a plus trop ça en Formule 1 moderne. Un pilote qui est, parfait sur un circuit. C'est son circuit. Et ce qui est fou, c'est que statistiquement, il y a eu donc techniquement 8 Grands Prix en Azerbaïdjan, 7 officiels qui s'appellent comme ça parce que sinon c'était des Grands Prix d'Europe remportés par Nico Rosberg en 2016. Mais c'est vrai que sur les 8 éditions disputées sur ce circuit, finalement, il est à 50% de pole position depuis la création. C'est assez dingue. Néanmoins, là où je poserais un bémol, tu parlais de la meilleure chance de Ferrari. Je crains que la meilleure chance de Ferrari, on l'ait eu en quelque sorte à Monza. Effectivement, c'était un circuit sur lequel Ferrari était censé être déjà en bonne forme. Bakou aussi, alors avec d'autres caractéristiques et pour d'autres raisons effectivement techniques, aérodynamiques notamment et de conception de la voiture. Néanmoins, je ne suis pas sûr qu'on voit une meilleure version de la SF25 que celle qu'on a vue à Monza. Elle était aérodynamiquement en tout cas réglée pour être vraiment précise et parfaite là-bas, et puis malgré tout ils font 4 et 6, alors 6 on sait pourquoi, Hamilton effectivement qui a été rétrogradé sur la grille de départ, mais la 4e place de Charles Leclerc, je ne suis pas vraiment certain qu'il puisse réaliser mieux, peut-être une 3e place, étant donné que Max Verstappen a véritablement surperformé, on verra d'ailleurs, petite parenthèse, s'il surperforme et qu'il continue de surperformer ce serait fort, à Bakou, après sa victoire à Monza, mais c'est vrai que Charles Leclerc, mis à part le top 3, je ne suis pas sûr qu'il puisse rivaliser, en tout cas à la régulière, avec les deux McLaren. Oui, c'est sûr qu'en course, ça va être plus compliqué, ça, à mon avis, de toute façon. Mais en qualif, s'il arrive à chercher 2 dixièmes, parce que c'est peut-être ça, il a peut-être 2 dixièmes de plus que les autres, 2 dixièmes de plus, tu peux monter en tout cas, deuxième à une première ligne, potentiellement. Statistiquement, s'il n'obtient pas la pole position, ce serait une première depuis 4 ans. Et ça, il faut le dire que ce serait quand même un événement, même si on s'attend évidemment à voir une McLaren briller. Ce serait statistiquement et historiquement en tout cas assez intéressant parce que 5 pôles de suite, ce serait fabuleux quand même. 5 pôles de Grand Prix. Ce serait exceptionnel. Mais on peut l'imaginer causer le trouble dans les plans de McLaren, parce que quand bien même il ne réalise pas la pole position, ne serait-ce que s'il s'intercale entre les deux, ça pourrait créer une course intéressante. Cela dit, attention à ne pas trop s'emballer non plus, parce que la pole position il l'a faite notamment en Hongrie, et puis ça s'est très mal passé, on l'a vu, la voiture qui évidemment avait des problèmes justement d'affaissement notamment, et donc
Et ils l'ont réglé pendant la course et il a perdu énormément de temps. Il a même terminé derrière George Russell, on le rappelle. Donc attention pour Ferrari de peut-être mieux gérer cette course. Et pour terminer, on va parler d'un ancien pilote Ferrari, Carlos Sainz, parce que on va pas dire évidemment que c'est un Grand Prix crucial pour lui, parce qu'il a évidemment son contrat pour l'an prochain, il n'y a pas de souci, et c'est un long mouvement, et il est engagé dans un long mouvement avec Williams. Maintenant, c'est vrai que à la base, il nous avait dit, vous inquiétez pas, ça va me prendre 2-3 mois, mais le temps de bien me mettre dans la voiture. Puis il a dit, non, mais 6 mois, ça va le faire. Ça fait 9 mois maintenant qu'il est pilote Williams. Son équipier Alex Albon a fait 4 fois 5e quand même sur un Grand Prix, sur plusieurs Grands Prix donc cette saison. Lui n'a jamais fait mieux que 8e. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point où ces difficultés de Carlos Sainz ne commencent pas à devenir, j'ai presque envie de dire structurelles, et quelque chose qui va l'empêcher de marcher vraiment chez Williams jusqu'à la fin de la saison? Ou est-ce que c'est vraiment juste une période d'adaptation qui peut être plus longue pour certains? Alors, question intéressante, je vais essayer de faire une réponse brève, mais néanmoins... Et intéressante si possible, ça nous arrangerait. Je vais tenter. Je ne te promets rien. Bon, en l'occurrence, Carlos Sainz, je pense que la question à se poser sur cette saison n'est pas forcément des plus, comment dire, pertinente dans la mesure où, au même titre que Lewis Hamilton, l'adaptation, de toute façon, se fait sur la saison entière. En tout cas, moi, j'ai accepté ce fait-là. On doit rien attendre en termes de performance pure, ni de l'un, ni de l'autre, pour exactement les mêmes raisons. Le temps d'adaptation au moteur, au système de frein, etc. Néanmoins, je ne pense pas que Carlos Sainz, qui ne performe pas cette année, soit un motif de déception ou de frustration ou d'inquiétude même de la part de Williams. En revanche, effectivement, la comparaison avec Albon, elle est édifiante. Alex Albon qui fait 7e lors du dernier Grand Prix du côté de Monza, tu l'as dit, il avait fait même un top 5 à Zandvoort, effectivement assez remarqué, où il avait remonté quand même une grande partie de la grille. Donc, Carlos Sainz, d'une part, il joue de malchance, et en même temps, on sent que parfois, il se saborde un petit peu. Je trouve qu'il sait s'aborder un petit peu à Monza, notamment avec cet accrochage qui concerne Oli Biermann. Oui, mais c'était pas de sa faute, c'est Biermann qui l'a payé, donc tout va bien. Disons ça. En tout cas, c'est la version officielle, mais on est bien d'accord que c'est franchement discutable. En revanche, du côté de Zandvoort, le Grand Prix juste avant Monza, eh bien, c'est lui qui est fautif, justement, qui est reconnu fautif, du moins par la FIA. Et puis ensuite, Williams qui fait un appel de cette décision. Rappelez-vous, c'était avec Liam Lawson qui avait eu un accrochage justement au premier virage, à l'extérieur du premier virage. Et puis Williams qui a justement porté réclamation, Williams qui a eu gain de cause. Et donc les 2 points de pénalité sur la licence de Carlos Sainz lui ont été réattribués. Et donc, par contre, les 10 secondes de pénalité, eh bien ça, il n'y pouvait rien. Oui, c'est ça. La crevaison et les 10 secondes de pénalité, il les a pas récupérés. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. Néanmoins, Carlos Sainz, pour répondre à la question, qui est effectivement beaucoup moins performant que son coéquipier, moi, je trouve ça normal. Je ne pense pas qu'on puisse attendre des performances tout d'un coup énormes parce qu'il a fait quelques mois dans une voiture toute nouvelle. En revanche, on le sent quand même mieux parce qu'à la régulière, malgré ces 2 derniers accrochages dont on a parlé, mais il a quand même été performant. Il était parti pour marquer encore une fois à Monza. Ouais, bien sûr. Il aurait été parti aussi pour marquer à Zandvoort. En tout cas, il faisait une course solide également. Donc Williams qui malgré tout fait des progrès alors qu'il ne touche plus à la voiture depuis un moment. Donc j'ai plutôt confiance en le fait que Carlos Sainz marque à nouveau des points d'ici la fin de la saison, même si bien sûr juger sa performance cette année serait pour moi réducteur. La réponse était brève et intéressante, donc bravo Mathieu, ça c'est très fort. Et puis vous le savez, dans ces vidéos des enjeux du week-end, on accueille toujours notre spécialiste monoplace Mathieu Champenois, qui est déjà là, du coup c'est pratique. Merci. Mais il y aura de la Formule 2 ce week-end. Exactement. La F2 donc du côté de Bakou, on rappelle que la F3 c'est terminé. C'est terminé. Ça y est, Raphaël Camara est champion depuis maintenant avant la semaine à peu près, donc ça va. Mais il reste encore un championnat de F2 et on va rouler ce week-end à Bakou. Ouais, effectivement, la F2, ça va être intéressant parce que Luke Browning s'est rapproché de Leonardo Fornaroli. Leonardo Fornaroli, qui on rappelle, pilote Invicta, n'a pas d'académie. Il est leader du championnat depuis déjà quelques semaines. De son côté, Luke Browning, qui est suivi par Williams, qui est effectivement 2e du championnat, qui accuse quand même un certain nombre de points de retard, plus de 20 déjà en tant que 2e. Mais je trouve paradoxalement que Luke Browning est un pilote franchement sérieux, en tout cas un prétendant solide dans la mesure où, outre le fait qu'il n'a gagné pour la première fois que lors de la dernière manche justement du championnat, eh bien il est le plus solide, je trouve. Il est notamment très bon sous la pluie. C'est quand même un avantage, même si il risque de pas pleuvoir effectivement à Bakou, mais néanmoins c'est l'une de ses grandes forces, je trouve. Et puis Leonardo Fornaroli, on le sait, même si il ne démérite pas et qu'il a beaucoup gagné ces derniers temps. Il profite notamment d'une Invicta qui est vraiment très rapide. On l'a vu notamment l'année dernière avec Gabriel Bortoleto, une forme d'avance un petit peu en F2 de la part de cette équipe. Donc je pense que ça va être un duel très intéressant entre les 2 pilotes qui vraiment se sont détachés, là où Alex Youn, là où Arvid Lindblad notamment ont un petit peu décroché
eux qui étaient très en vue et qui sont suivis notamment respectivement par McLaren et Red Bull. Et d'ailleurs, je me permets un petit mot, Arvid Lindblad qui, selon toute vraisemblance, pourrait être aligné chez Racing Bulls l'an prochain. Ouais, c'est des rumeurs, oui. Voilà, donc on verra ce qu'il en est. Moi, je trouve qu'il est encore un petit peu vert. J'en avais déjà parlé cette saison. J'en parle encore cette semaine dans le magazine, justement. Mais effectivement, Arvid Lindblad, bon, c'est une bonne chose que peut-être sa chance lui soit laissée. Mais à voir si ce n'est pas un petit peu trop tôt. En tout cas, on verra, mais c'est vrai qu'il est un petit peu distancé au championnat et je lui souhaite que ce ne soit pas préjudiciable. Oui, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, surtout qu'après, il faudra attendre Losail pour retrouver nos amis de la F2. Effectivement, on a 2 mois sans F2. Voilà, on a 2 mois sans F2, Losail, et puis ensuite la manche finale, effectivement, à Abu Dhabi. Clairement. Merci Mathieu d'avoir été là en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rappelle aussi que l'émission Auto Hebdo a été lancée ce lundi, donc venez la regarder avec grand plaisir. On vous met évidemment le lien dans la description, dans le coin. Enfin voilà, vous inquiétez pas, c'est YouTube, tout va bien et tout est au taquet. Merci en tout cas pour l'accueil que vous avez fait à cette émission. Merci et puis nous, on se retrouve très vite évidemment pour d'autres enjeux, d'autres Grands Prix de Formule 1. Merci Mathieu, à la prochaine. Merci.